hello Biblio, et si je vous fais cette vidéo, vous avez compris c'est pourquoi. Bam, j'ai lu tout ça, donc évidemment, on va revenir sur mes lectures. Il y a pas mal de mangas, une nouvelle, et pour une fois, plus, je crois bien, de romans que de mangas, ce qui est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, j'ai défoncé une saga, j'ai fini, enfin, une saga universitaire qui date. Mais là, c'est bon. Une partie de mon challenge de l'année est remplie. Je suis trop contente, je vous en parle. Je commence tout de suite avec un webtoon, du coup, The Druid of Seoul Station, le tome 6, que j'ai emprunté à la médiathèque, comme vous pouvez le voir avec les petites étiquettes. On est sur, très clairement, de la science-fiction pour moi un petit peu. On est sur un monde un peu post-apo, où en fait, sur la planète, il existe des, comment ça s'appelle, des donjons, des dômes qui pop, et en fait, à l'intérieur, il y a des créatures pas très bienveillantes qui sont dedans, et c'est en fait comme des portails multidimensionnels. Et donc les hommes, pour s'en protéger, ont remarqué que certains hommes parmi la population humaine développaient des capacités pour les combattre, et ce qu'on appelle les éveillés. Et plus tu es puissant, plus tu as un rang élevé. Et là, on se retrouve avec Suho, qui lui a traversé un portail et est parti sur une autre planète pendant plus de 1000 ans. Et donc quand il revient sur Terre, pour nous en termes de chronologie c'est 10 ans plus tard, mais pour lui il a vécu 1000 ans sur cette planète, eh bien il est évidemment un éveillé hyper fort, hyper badass, et toutes les règles qui sont mises en place pour régler les éveillés, les surveiller et tout, eh bien lui ne lui correspond pas, et il va les démonter une par une. Comment vous dire que depuis, il a monté sa propre guilde, qu'il a des gens avec qui il a un territoire qu'il surveille, et dans ce tome-là en particulier, il va affronter le numéro 1 mondial, parce que eh bien, le numéro 1 mondial, on découvre assez rapidement qu'en fait, lui, à l'inverse, il n'est pas allé sur une planète, mais lui, il a la capacité de voyager dans le temps, et en fait, il est remonté plusieurs fois dans le temps parce qu'il se rend compte qu'à une date précise, la planète, très clairement, va à sa perte. C'est le jour dernier, très clairement, l'humanité meurt. Enfin, 95% de l'humanité meurt. Donc, à chaque fois, il essaye de remonter le temps pour changer le cours des choses. Et ça ne se passe pas très bien à chaque fois. Donc là, il n'est pas content parce qu'en gros, l'arrivée de Soho défait ses règles. Et très clairement, les deux vont s'affronter. Vous verrez bien qui va gagner. Je vous avoue que là, on était vraiment plus dans tout ce qui était complotiste et tout dans ce tome. Et ça m'a pas trop plu. J'aimais bien l'histoire de base, mais là, plus ça va, plus il y a des complots dans les complots, et c'est pas pour ça que je lis ça, donc un petit peu chafouin à ce niveau-là. Je pense que je vais continuer, vu que de toute manière, je l'emprunte à la médiathèque, donc techniquement, je dépense pas d'argent, et ça me coûte rien de continuer, mais j'avoue que j'espère que ça va vite reprendre une autre tournure, parce que là, pour le moment, ça me saoule un peu. J'ai commencé une toute nouvelle saga de manga, La Gardienne des Concubines, le tome 1 et le tome 2. Et je suis très contente parce que j'ai vu que le tome 3 et 4 allaient sortir aussi cette année, donc ils vont être assez rapprochés. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui va être en fait mariée à cet homme-là, et qui va devenir un peu... lui, c'est le premier ministre, grosso modo. On est dans un Japon féodal. Et elle, en devenant sa femme, alors elle n'est pas première dame de France comme chez nous, mais elle a un titre honorifique quand même, qui fait que justement, elle va aller dans le harem de l'empereur, et doit surveiller justement chaque concubine. Alors c'est plus que les concubines, parce qu'en fait, on se rend vite compte qu'il y a pas mal de rangs. Il y a les 4 épouses, il y a les 9 concubines principales, il y a les 18 concubines machin, et puis après, il y a les 50 maîtresses non officielles. Bref. Mais là, on s'attarde un peu plus en mode comme dans le carnet de l'apothicaire, ça a une grosse vibe carnet de l'apothicaire, sur les 4 épouses principales, plus que vraiment les concubines. Donc pour le moment, j'ai bien aimé. Dans le tome 1, du coup, on découvre une épouse en particulier. Dans le tome 2, on en découvre une autre, et les liens qu'il a avec la première. Et j'imagine que dans le tome 3 et 4, on connaîtra un petit peu plus les 2 autres épouses. C'est pas mal intéressant aussi, parce que la relation qu'il y a entre l'homme et la femme, parce que du coup, elle va se trouver mariée de force à cet homme, mais ce n'est pas n'importe quel homme. Et justement, j'aime bien ce style de personnage qui est mis, qui n'est pas un énorme bad boy ou un énorme mal alpha et tout. Justement, c'est un homme plutôt neutre et plutôt déconstruit, et j'aime énormément. Donc je suis très contente de voir justement les petites intrigues amoureuses qu'il va y avoir entre eux, parce que pour le moment c'est un mariage arrangé, donc il n'y a aucun sentiment l'un pour l'autre, mais j'aime à voir justement que la relation va prendre son temps, et petit à petit ils vont faire des attentions l'un envers l'autre, qui vont faire qu'au final ça va être un mariage d'amour. Donc j'ai très hâte de lire la suite, je vous avouerai. Comme je vous ai dit, j'ai continué mes sagas de manga, donc Hirano et Kaguya, le tome 3.
je suis un peu chafouin. Parce qu'en fait, on a Kaguya, je crois qu'il y a un voyage scolaire où il y a un événement qui fait qu'il va partir un petit peu. Et je pensais du coup que Hirano allait... Ah, bon, peut-être pour faire le résumé. Hirano et Kaguya, c'est un spin-off de Sasaki et Miyano. Sasaki et Miyano, c'est une romance MM entre un jeune garçon qui est fan de BL, de Boys Love, de manga, de romance MM. Et Sasaki, lui, c'est plutôt le gars populaire et tout. Voilà, on est sur un, très clairement... c'est pas un Grumpy Sunshine, mais on est sur quelqu'un d'extraverti et sur quelqu'un d'introverti. Et bien, Sasaki, celui-là qui est très extraverti, va très vite se prendre d'amitié avec Miyano et se rendre compte que c'est bien plus que de l'amitié. Donc il va très vite lui déclarer sa flamme. Mais Miyano, même s'il lit du Boys Love, il se considère comme hétéro. Donc pour lui, il n'y a pas moyen. Sauf qu'évidemment, petit à petit, il va y avoir une romance entre les deux qui va s'installer. Hirano est un ami du coup de Sasaki, du grand extraverti. Et Kagura, eh bien, en fait, c'est son colocataire parce qu'ils sont au lycée, mais ils sont dans une résidence en fait, comme un internat. Et du coup, ils partagent leur chambre tous les deux, sauf que celui-ci, c'est l'aîné de celui-ci. Celui-ci est dans première et celui-ci dans seconde. C'est pas exactement ces classes-là, mais c'est comme ça qu'on va en parler. Et eh bien, le seconde tombe tout de suite amoureux de son supérieur. Enfin, pas supérieur, mais voilà, de son seigneur, on va dire. Sauf que l'autre lui dit que clairement, c'est pas moyen, il n'y a pas possible que non, en fait. Il aime bien, il l'adore, mais ils sont juste amis. Et on nous promettait que justement, dans ce tome-là, dans le résumé, c'est dit que de nouveaux sentiments vont s'éveiller dans le cœur d'Hirano. Et c'est absolument pas le cas, en fait. Donc j'étais très frustrée, je pensais que justement, là, l'absence de Kagura allait faire en sorte que la relation évolue un petit peu, mais pour le moment, ça n'évolue pas. En tout cas, pas autant qu'on pourrait l'espérer. Donc, hâte de lire le tome 4 pour voir si ça avance enfin. J'ai aussi avancé L'amour est dans le thé, le tome 7. Et là aussi, je pense que c'est grosse frustration. On est sur l'histoire du coup, de cette jeune fille qui vit dans un... Enfin, à la base, elle est, je crois, à Tokyo ou à Kyoto, enfin bref, dans une grande ville. Et elle a fait sa vie, elle a un fiancé et tout, sauf que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Au moment, justement, des fiançailles, le gars lui fait très clairement comprendre qu'elle va avoir une vie à l'ancienne, quoi, une traditionnelle. Elle va être chez elle, elle ne va pas avoir le droit de travailler, elle va juste devoir s'occuper de son mari et de ses enfants. Elle, ce n'est absolument pas ce qu'elle souhaite. Elle a un travail, elle a une vie de jeune femme moderne, quoi. Donc c'est pas ce qu'elle veut, et donc elle va tout quitter pour retourner dans la plantation de sa famille, dans la campagne, que son frère est censé gérer, mais elle se rend vite compte que c'est pas son frère qui le gère, que c'est un autre gars qui fait du thé, qui gère la plantation de thé à sa place, et d'ailleurs qui s'occupe aussi de sa nièce, son père, son vrai père, son frère, ne s'en occupe pas. Donc voilà, et on va vite se rendre compte justement qu'entre ces deux-là, c'est un petit peu grinçant parce que elle, c'est une jeune fille très extravertie, très moderne, très à la page, enfin voilà. Alors que lui, c'est plutôt le gars, le grumpy, le taiseux, celui-là qui fait bien son métier, qui est très méticuleux, mais qui n'aime pas les choses trop affriolantes et tout. Et donc, les deux univers vont se rencontrer et on va avoir une romance entre les deux. Dans le tome 7, on a un rapprochement. Ils se sont déjà déclarés les sentiments dans un autre tome, mais c'est vrai qu'ils ont une relation. Ils se sont déclarés leurs sentiments, mais très, on va dire, justement, asiatique à la japonaise. On n'a pas de rapprochement, ils ne se touchent pas, ils ne s'embrassent pas, on a presque l'impression qu'ils sont collègues, qu'ils sont colocs, mais il n'y a pas de grosse effusion sentimentale. Et j'avoue que là, sur la fin, justement, on voit que malgré qu'il soit taiseux, qu'il ne dise jamais rien, celui-ci, il y a des petits signes comme quoi il rougit, comme quoi il montre justement de l'intérêt sans vraiment en montrer à propos d'elle. Donc j'espère que ça va avancer dans le bon sens. Parce qu'à la base, quand même, ils font semblant d'être ensemble pour que son ex arrête de la faire chier. Donc en fait, ils font semblant d'être mariés. Et là, ils se posent la question, justement, comme ils ont de réels sentiments l'un pour l'autre, est-ce qu'ils vont se marier tout compte fait ou pas? Et visiblement, les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde, donc on risque d'avoir un quiproquo à propos de ça. Je verrai bien dans les prochains tomes. J'ai avancé du coup Reed and Holly, le tome 3, Summer Break, de Alicia Garnier. On est sur une petite nouvelle. Du coup, comme je vous ai dit, c'est le 3. Donc j'ai déjà lu le Santa Secret, donc sur Noël, le Easter Egg sur le printemps et en l'occurrence Pâques, et là, Summer Break, du coup, sur l'été. Même si je trouve qu'il ne se passe pas vraiment l'été. Dans la vibe qu'il envoie, il m'envoyait plus du printemps que d'été. C'est peut-être moi qui n'ai pas tout compris. Donc, on est sur le premier tome, parce que ça va vous spoiler quand même énormément.
Reed et Holly, qui sont 2 jeunes gens qui vont travailler dans la même boîte, et c'est leur premier jour de boulot, sauf que eh bien Reed va faire une réflexion à Holly, comme quoi en gros elle ressemble à une provinciale, vu que c'est à New York, hein, si je ne me trompe pas, qu'ils habitent, et eh bien elle le prend très mal évidemment la réflexion, et du coup pendant les 7 années qui vont suivre, ils sont certes collègues, elle travaille au service compta et lui il travaille au service ingénieur, mais ils s'envoient des pics et ils se font des blagues à la con tout le temps, voilà, ils se font des crasses très clairement. Jusqu'à justement le tome 1, 7 ans plus tard, où eh bien, lors d'un Cinta Secret, justement, ils vont se retrouver enfermés tous les deux dans leur immeuble pendant la nuit et eh bien, ils vont apprendre à se découvrir. Enfin, voilà, ils vont essayer de briser la glace l'un et l'autre. Et on a une romance à partir de ça à propos des deux. Dans le tome 2, on a plus ou moins la demande en mariage. Et là, dans le tome 3, on a justement les préparatifs du mariage et le mariage en lui-même. Très clairement, j'avais adoré le tome 1. Le tome 2, j'étais un poil déçue, sans trollette, mais quand même un petit peu. Et là, je vous avoue que le tome 3, c'est un peu ce cas-là aussi. Je suis en mode, ouais, mais je sais pas, il me manque quelque chose. Bon, on a un happy end comme il se faut, hein, donc c'est très chouette. Et je lirai avec plaisir le Punking, mais le dernier tome qui est du coup sur l'automne. Mais j'avoue que j'ai adoré le tome 1, mais le tome 2, tome 3, bah du coup, je les trouve pas aussi bien. Voilà, très clairement. Mais bon, quand même, si vous aimez les petites nouvelles courtes, justement, qui prennent pas trop de temps à lire, ce genre de lecture est parfait pour ça. Alors là, après, je sais pas comment je fais. Je sais pas si je vous le fais par ordre de lecture ou si je vous le fais en mode, en mode YOLO. Parce que, en fait, non, je vais le faire quand même en mode un peu plus. Voilà. Hein. Donc, en une semaine, j'ai lu 5 tomes plus une autre nouvelle. Donc je vais vous parler déjà de ce premier tome-là, My Dear Fucking Prince, puisqu'après en fait c'est toute une suite de sagas. Donc je vais vous parler des uns après les autres, ça sera plus simple. Du coup, je l'ai écouté en audiolivre en faisant des travaux, tout simplement chez moi, en faisant de l'enduit et de la peinture. Et donc ça m'a permis de pouvoir le dégager de ma palle. My Dear Fucking Prince, on est sur l'histoire du fils de la présidente des États-Unis et du prince d'Angleterre. Lui est pour le moment hétéro au début du bouquin, et lui est gay mais refoulé, personne n'est au courant, puisque c'est le prince d'Angleterre, donc voilà, ça pourrait faire les tabloïds et ça pourrait discréditer la couronne. Et les deux se vouent une petite guéguerre médiatique, et jusqu'au jour où justement il va y avoir un événement diplomatique qui va se passer, et les deux vont renverser le gâteau du mariage de son frère. Et du coup, eh bien, très clairement, la presse s'en empare en disant, eh bien, et si l'Angleterre et les États-Unis étaient en guerre l'un contre l'autre, ne pouvaient pas se voir. Du coup, ils vont avoir pour mission de faire en sorte de se voir le plus souvent possible, et que les médias changent les gros titres, voilà, faire se comprendre qu'en fait, non, ils s'entendent bien et qu'il n'y a pas de guerre entre l'Angleterre et l'Amérique. Sauf qu'à force de faire ce genre de petits rendez-vous et tout, ils vont apprendre à se découvrir, justement, ils vont apprendre à se connaître, et eh bien, justement, des sentiments vont naître l'un envers l'autre. Donc il va se rendre compte, Alex, qu'il est du coup bisexuel, qu'il n'est pas gay, et il va se rendre compte qu'à l'inverse, Henry, lui, est tout à fait gay, alors qu'il le pensait hétéro. Voilà. Donc les deux vont avoir une relation, mais en même temps, à la fois amoureuse secrète, et en même temps diplomatique, donc ça va lier plein de choses. Justement, j'ai bien aimé, parce qu'on a pas mal de passages sur la famille, sur la presse aussi, tous les dégâts qu'ils peuvent faire les paparazzis et tout ça, donc c'est assez intéressant. Et puis on a aussi justement, oui, comme je disais, tout ce qui est autour de la famille, et puis l'identité sexuelle, le genre, et voilà, j'ai bien aimé. Ça nous parle aussi justement des régressions qu'il peut y avoir aux États-Unis, et je suis bien aimée. D'ailleurs, il y a un autre tome là, que je vais vous présenter après qui en parle très bien. Donc ouais, j'ai bien aimé, j'adore, et j'ai hâte de lire la suite. Et quand j'ai lu le petit dernier truc, le petit mot de l'auteur qui disait justement qu'en gros, il l'a écrit en 2016 pour faire une escape à ce qui s'est passé en 2016. Je crois que c'est en 2016 que Trump a été élu, si je ne me trompe pas. Et tout ce qu'il a détruit au passage et qu'il est en train de faire actuellement encore. Donc voilà, je suis très contente. Cette lecture était très chouette, et je vais évidemment me faire un plaisir de la mettre dans ma petite bibliothèque. Et puis en plus, je me dis qu'au niveau du mois de la fierté, on est très bien, on est dans la lecture de moment. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai fini une saga complète. Enfin, j'en avais déjà lu les 2 premiers tomes, mais du coup, j'ai lu le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, et même le petit épilogue que l'auteur donne que si on n'achète que 2 tomes sur ses stands quand elle est en dédicace. Donc, je suis trop joie, j'ai fini Les Dieux du Campus.
Ça fait partie de ma liste de l'année, de ma palle de l'année, donc je suis très contente. Là, j'ai bien avancé parce qu'ils y étaient tous, donc ça, c'est fait. Et en même temps, ça me fait passer aussi mon petit challenge que je m'étais dit justement de me remettre à jour dans toutes les romances universitaires. J'avais dit que pendant l'hiver, au tout début de l'année, je me ferais les off-campus, c'est fait. J'ai fait les 5 off-campus. Ensuite, je m'étais dit, pendant le printemps-été, je me ferai les dieux du campus, donc ça y est, c'est fait. Et je pense que pendant l'été-automne, je vais essayer de me faire les campus drivers. Et que si j'arrive à me faire tout ça, l'année prochaine, je m'attaque au Briariou. Donc là, quand même, les off-campus, c'est fait. Les lieux du campus, c'est fait aussi. Je suis joie, vous pouvez pas savoir. Bon, sinon, je vais vous parler des tomes, parce qu'on est quand même là un petit peu pour ça. Je vais pas trop vous faire des gros trucs sur chaque tome, mais je vais quand même vous en parler un peu parce que justement chaque tome a des sujets très importants que je trouve qu'il faut en parler. Du coup, on a Dante, les dieux du campus, donc du coup c'est le tome 3. Dante, on est sur... donc c'est des romances universitaires comme je vous ai dit, et à chaque fois on alterne. Le premier c'était sur Leander, qui est très clairement le capitaine de l'équipe de football de son université de Saint-Charles, et il va rencontrer Nyx, une jeune femme qui, elle, à l'inverse de lui, il est très sportif, mais études, voilà, il est très droit, très carré, c'est vraiment le gars très sérieux. Et elle, à l'inverse, c'est une jeune femme qui vient d'une ancienne, enfin pas une ancienne, mais d'une famille assez religieux, enfin c'est pas des mormons, mais voilà, le père il est pasteur et il a une religion assez à l'ancienne, il a 18 enfants, enfin bref, vous voyez, il y a tout un délire autour de ça, et donc c'est très religieux, c'est très strict. Donc quand ils vont se rencontrer les deux, elle va débarquer à l'université parce qu'elle a fui justement sa famille, et ça va être explosif parce qu'elle compte profiter de la vie à fond. Dans le tome 2, on a Sander, qui est du coup un autre gars de la coloc des footballeurs, mais qui lui est ouvertement gay, il est footballeur et gay, et par contre il a des troubles au niveau psychologique, il a, je sais plus c'est quoi le truc, mais en gros il a des colères assez explosives, et du coup il a toute une thérapie pour ça, et il va rencontrer Jérémia qui lui est un homosexuel refoulé, qui est hockeyeur, et du coup la relation va être un peu compliquée, je vous avouerai. Mais donc là, du coup, on arrive au tome 3, donc justement Dante, qui est le frère jumeau de Sander du tome 2, et qui lui est cheerleader, à l'inverse des autres, qui n'est pas un sport justement très masculin, et ça fait plaisir de voir ça. Donc il est cheerleader, et il va rencontrer Blake, qui est une jeune femme qui, elle, à l'inverse, fait du MMA. Donc pareil, elle fait un sport de combat, et du coup qui est dit masculin, et ça fait très plaisir de voir ça. Ils viennent de deux univers totalement différents, bien qu'ils sont tous pétés de thunes, très clairement. Parce que Dante, du coup, comme je vous ai dit, c'est le frère de Sander, mais c'est les Campbell. Les Campbell, ils ont énormément d'argent, mais ce sont, entre guillemets, des nouveaux riches. Alors que Blake, elle, vient d'une famille très à l'ancienne, très, voilà, avec des mariages forcés et tout, et c'est pour ça que, d'ailleurs, elle fait du MMA, elle aime faire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que lui dictent tous les comportements de sa société un peu prout-prout, et voilà. Et donc, du coup, les deux univers vont se rencontrer, et ça va faire des étincelles. J'ai énormément aimé, justement, ce tome-là, qui parle du fait que, ben oui, c'est bien de ne pas rentrer dans les carcans, que ce soit au niveau de la masculinité ou de la féminité. J'aime beaucoup, et franchement, j'ai trouvé ça très chouette. Il y a un autre sujet aussi qui est traité dedans, c'est l'addiction. À un moment, il y a un des personnages qui va se blesser justement à cause de son sport, et qui va tomber dans les antalgiques et tout ça. Et je trouvais ça très bien parce que c'est des sujets qui sont très importants à traiter. Donc voilà. Dans le premier tome, on a vu un sujet grave, je crois que c'était la prison, et évidemment le côté secte religieux un peu à outrance. Dans le deuxième tome, comme je vous ai dit, on a l'homosexualité refoulée, et on a le trouble de Sander. Et donc là, on a les addictions et la famille qui est quand même sans doute un peu toxique. Ensuite, je vais vous parler du coup de tome 4, Knox, qui, là, c'est une romance à nouveau MM. Donc on est sur Knox, le footballeur américain, le 4e de la bande de la coloc, qui, du coup, lui, vient d'une famille de militaires et qui a très vite compris qu'il était... il a fait l'armée aussi d'ailleurs, mais il a très vite compris qu'il était gay et que ça n'allait pas être jouable. Et en faisant l'armée, il se rendait bien compte que justement, il avait cette noirceur en lui qu'il n'arrivait pas à accepter et qu'il ne voulait pas surtout faire ressortir. Donc du coup, il a abandonné l'armée et qu'il a très peur puisque sa famille considère qu'ils sont tous militaires de père en fils et considère qu'il n'y a rien d'autre de mieux que l'armée. Donc ils sont un peu déçus en gros qu'il n'ait pas fait la même chose que dans sa famille. Et en plus, comme il est gay, mais qu'il ne l'assume pas du tout, il ne veut pas rajouter cette couche-là à sa famille, donc il ne l'aura jamais dit.
Et il va rencontrer Pierce, qui est justement un ami à Dante que je viens de vous présenter, qui est lui aussi un cheerleader. Et Pierce, il a franchement eu une vie pas facile, très clairement. Il s'est fait maltraiter par sa mère quand il était tout petit, au point où elle lui a jeté un moment, je sais plus si c'est de l'huile ou de l'eau, mais il est brûlé sur toute une partie de son torse et de ses bras. Voilà, il est brûlé à je ne sais plus combien de degrés, donc il a des brûlures. Donc il ne porte toujours que des manches longues, même en plein été, même à la plage et tout. Il ne se met jamais torse nu parce qu'il a honte de ses cicatrices. Et justement, j'ai adoré ce tome-là parce que les deux ont chacun des cicatrices aussi bien psychologiques que physiques. Et c'est doux. Ils vont s'apprivoiser l'un l'autre et c'est hyper bien fait parce que, en fait, justement, comme ils se connaissent, parce qu'ils sont dans des groupes différents, mais ils se connaissent un petit peu à l'université. Mais Nox, pour trouver justement ses plans cul, vu qu'il est homo mais qu'il ne veut pas l'admettre, il va sur une application de rencontre et il va du coup parler avec pas mal de gars juste pour coucher. Et là, justement, il va tomber sur Pierce sans savoir que c'est Pierce. Et ils vont parler, justement, avant de se mettre à se rencontrer et à coucher ensemble. Ils vont discuter l'un et l'autre, un peu se séduire. Et ensuite, quand il va se rendre compte que c'est Pierce, là, la relation va naître. Et j'ai trouvé ça très chouette, très doux, très bien fait. Plein de bienveillance, de consentement et tout. Enfin, franchement, j'étais aux anges. Hein. Je ne sais pas quoi dire d'autre que c'est très chouette et je vous la recommande vachement. Ensuite, on a Silas. Silas, je pense qu'il faut parler des trigger warnings, hein, très clairement. Donc Silas, par contre, c'est le petit frère de Nyx qui était dans le premier tome, comme je vous ai dit. Donc lui, il vient d'une famille de religieux très sectaires et très moyenâgeuse à l'ancienne. Et il va petit à petit justement apprendre à rentrer dans cette bande parce qu'il va faire comme sa sœur. Au final, il va quitter sa famille pour aller à l'université parce que lui, il souhaite devenir hockeyeur, comme vous pouvez le voir à la petite couverture. Donc il rentre à l'université dans la même que Nyx et il va rentrer dans la bande et il va du coup lui aussi apprendre à déconstruire tout ce qu'on lui a appris, le lavage de cerveau, comme quoi les femmes c'est la cuisine, ça fait le ménage, que les hommes sont supérieurs. Là par exemple, comme vous avez vu, il y a déjà 2 couples gays dans la bande, donc pareil, il faut qu'il accepte aussi l'homosexualité, que 2 hommes puissent s'aimer et tout. Il se déconstruit énormément dans ce tome-là, donc c'est très chouette à voir. Et il va tomber amoureux de Eva, qui elle est une cheerleader qui est amie avec Pierce et Dante, qu'on a vu dans les précédents tomes, et qui a une relation plutôt ambiguë avec Scott, puisque en fait Scott et elle, un des autres hockeyeurs qui est très ami avec Jeremiah et Lander, eh bien, lui, très clairement, il lui a dit qu'il voulait bien qu'ils couchent ensemble, mais que lui, il ne voulait pas de relation sérieuse, que lui ne risquait pas de tomber amoureux d'elle. Donc, ils couchent ensemble, voilà, c'est très clairement des sex friends, mais elle va finir par tomber amoureuse de lui, et du coup, ça va mal se passer entre les deux, jusqu'à ce qu'il se passe un événement en particulier. Là, ça va vous spoiler, désolé un petit peu, hein, mais je pense que c'est important d'avoir les sujets dont on parle, les trigger warnings sont très importants. Là, ça va parler d'avortement, justement. Et, Eva, elle s'est fait avorter l'été dernier, et donc depuis, elle est très sombre. Elle a du mal à reprendre du poil de la bête, même si c'est le choix qu'elle a fait, parce que justement, elle voulait faire ses études, et voilà, elle a tout à fait le droit de faire ça, mais c'est vrai que c'est un choix dont elle a honte, qu'elle n'assume pas, puisqu'en plus, vu que notre cher Donald Trump est au pouvoir dans son État, elle n'a plus la possibilité d'avorter. Donc justement, c'est Scott qui va prendre ses responsabilités et qui va lui dire, bah, écoute, s'il faut que je t'emmène à un endroit, je t'emmènerai. Donc ils vont aller à Chicago pour le faire. Et donc voilà, c'est encore une fois, c'est des sujets qui sont très importants à traiter, parce que oui, même là, elle le dit à un moment, Eva, elle a moins de droits que les femmes qui habitaient dans les années 70 dans son État, parce que dans les années 70, elle pouvait avorter comme elle voulait, les femmes, alors que maintenant c'est interdit. Et donc justement, ce genre de sujet que je trouve qui est très pertinent, très bien fait, et voilà. Donc j'ai bien aimé ce tome, je vous avouerai, même si j'ai pas autant aimé que d'autres, mais justement, il y a des sujets là qui sont traités, qui sont très importants, donc lui aussi, voilà. Et ensuite, on arrive justement sur le fameux tome de Scott. Donc là, pareil, il y a plusieurs trigger warnings. Oh, je ne mettrai pas ça dans des triggers, mais bon, c'est pas grave. Donc Scott, qui est du coup le dernier de la bande, qui ne fait pas vraiment partie de la bande, et qui se sent justement exclu de ça, puisque Scott, lui, c'est un hockeyeur. Il ne fait pas partie des 4 principaux, comme je vous ai dit, qui font du football américain, mais il est très ami du coup avec Jeremiah, qui est en couple avec Sander, si vous vous souvenez bien, dans le tome 2, et il est aussi très ami avec Silas, qui du coup, comme vous venez de voir, fait partie de la bande de hockey.
Il a eu une relation plutôt compliquée, du coup, là on arrive au tome 6, donc ça se passe après évidemment le tome 5, avec Eva, parce que du coup, il n'a pas su gérer cette relation qui était censée être juste une relation sexuelle, et qui, au final, s'est débouchée par une amie qui tombe amoureuse de lui, alors que c'était pas le plan de base, et en plus l'avortement, donc ça a fait que la relation, forcément, elle a pris un peu de distance, alors qu'il adorait Eva, et du coup, c'est assez compliqué à gérer. Et d'un autre côté, justement, Blake, du tome 3, si vous en souvenez, a un ami, Valentin, qui est français, et qui va débarquer à l'université pour faire un reportage sur le milieu sportif aux États-Unis, puisque évidemment, nous, en France, ça ne se passe absolument pas de la même manière. Donc lui, il est curieux et il veut faire un reportage sur ça. Sauf que ce Français dégage quelque chose de très attractif, et qui, Scott, pour le coup, a toujours eu des conquêtes féminines, ne se rendait pas compte que potentiellement, même s'il a toujours été justement très open, très ouvert sur ça, il n'était pas fermé à l'idée, voilà, il n'avait pas de l'homosexualité refoulée, comme pouvait l'avoir par exemple Nox ou Jérémia. Mais par contre, il s'était dit en mode, si un jour ça m'intéresse, pourquoi pas, mais voilà, c'était vraiment dans un coin de sa tête, il ne s'était pas fait tout un truc. Et quand ce Valentin va se débarquer, Valentin qui est ouvertement gay, qui est très solaire, qui adore faire de la pâtisserie, et qui en même temps est très ouvert sexuellement, parce que par exemple il a un OnlyFans, donc il fait des vidéos de lui très clairement, voilà, et olé olé on va dire, et il a aucun tabou, il est vraiment sans gêne, ce Valentin, et il va avoir un petit problème avec son logement, donc du coup il va devoir venir vivre chez les hockeyeurs, dans la chambre juste en face de Scott, et donc les deux vont se chercher et vont finir par se trouver, vous vous rendez bien compte, puisque c'est une romance MM. Là, au niveau des sujets, justement, plutôt trigger, il est mis mention d'homophobie. Je l'ai moins ressenti, par exemple, que dans Nox. Mention du travail, justement, virtuel du olé olé. Et oui, un autre sujet aussi qui est très important aux États-Unis, c'est fusillade. Il va y avoir mention, justement, d'une fusillade scolaire qui va provoquer des morts, et tout un traumatisme qu'il va y avoir justement autour de ça. J'ai bien aimé, justement, parce que là, la sexualité est traitée de manière très fluide, justement, grâce à Scott, parce que Scott, lui, il a toujours dit, justement, au niveau de la sexualité, il était très ouvert, et du coup, on n'a pas ce sentiment de gêne ou de malaise qu'on peut y avoir, par exemple, avec Nox, ou qu'il y avait avec Jérémia aussi, qui, du coup, n'assumaient pas leur sexualité. Donc là, c'était très chouette, très fluide. La dynamique entre les deux, qui se cherchaient tout le temps, était aussi, justement, géniale, parce que eh bien, les deux n'arrêtaient pas de se bouffer le nez. Et voilà, on a une très grosse vibe Swifties aussi, parce que Scott, justement, est très fan de Taylor Swift. Du coup, j'ai bien aimé. Franchement, je peux pas dire autre chose. C'était un très bon tome. Et donc, si je devais faire... Ah, attendez, il faut que je vous parle d'autre chose. J'avais oublié. Et du coup, elle a fait une petite nouvelle qui est l'épilogue. Donc, on est 5 ans plus tard, à la fin du tome 6 que je viens de vous parler. En fait, ils vont aller justement dans l'épilogue de Scott, je crois. Ils vont aller au camp Campbell. En fait, c'est Dante et Sander. Leurs parents s'appellent Campbell. Et ils ont acheté tout un camp d'été, tout un campement, une espèce de camping, pour justement pouvoir passer des vacances. Et donc, ils vont décider, pendant l'épilogue de Scott, eh bien, et si justement, vu que là, c'est la fin de leurs études universitaires, chacun va partir. Il y en a qui vont à la NHL, il y en a qui vont, je sais plus trop quoi, enfin, il y en a qui vont devenir footballeurs américains, d'autres qui vont devenir hockeyeurs, et puis d'autres qui vont devenir psychologues ou professeurs. Enfin bref, chacun va partir faire sa vie après son diplôme universitaire. Et donc, ils décident de, tous les ans, s'octroyer une semaine en été où ils se retrouvent tous. Et donc là, c'est ce qu'on a. On a 5 ans plus tard, la semaine justement où ils se retrouvent tous, et on a un petit chapitre sur chaque personne, et donc du coup on en voit où ils sont rendus aussi bien au niveau personnel, par exemple s'il y en a qui ont changé de boulot et tout, ou aussi au niveau du couple et du groupe dans l'ensemble. Donc c'est très chouette, franchement, ça met vraiment un point final à l'histoire, et moi j'ai bien aimé, justement, parce qu'il y en a qui font des choix, il y en a qui vont se marier, il y en a qui vont pas vouloir se marier, il y en a qui vont acheter des maisons, d'autres qui parlent potentiellement de faire des enfants, ou d'autres à l'inverse qui affirment leur choix de ne pas vouloir faire des enfants. Donc c'est très chouette, on a de la représentativité pour tout le monde, donc j'ai vraiment bien aimé. Et maintenant, on arrive au moment où je dois faire mon classement, et là je sais que je ne suis pas d'accord avec Cynthia, donc elle va me tuer. Je crois que moi, l'histoire que j'ai le préféré, c'est Nox et Pierce, parce que les deux personnages sont extrêmement touchantes au possible. Je crois qu'on ne peut pas faire plus doux, plus chouette. Je pense que ça va être eux, mes préférés. Ensuite, j'hésite un petit peu, mais j'avoue que c'est pas la même vibe, mais Scott et Valentin,
m'ont fait mourir de rire. J'ai adoré partager leur histoire à eux. Je dirais, après, ça serait Dante et Blake, parce que leur histoire est quand même plutôt chouette. Silas et Eva, c'est pas mal aussi. Après, du coup, Leander et Nyx, et en dernier, Sander et Jérémia, parce que j'avoue que Jérémia a un comportement qui est vraiment déplaisant. Mais voilà, donc je suis très contente, comme je vous ai dit, j'ai lu Les Dieux du Campus, donc ça veut dire que ça c'est quelque chose qui est coché dans mon année, je suis plutôt fière de moi, et voilà, j'ai fini cette saga. Là pour le moment, ça a fait aussi un gros tri dans ma palle, je n'ai plus que, je crois qu'une quinzaine de romans brochés à lire, de physique, donc ça me fait zizir, je peux vous le dire. Par rapport à avant où j'en avais quand même beaucoup plus. Donc voilà, je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez parler des livres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous voulez par exemple me dire, vous, les titres que vous avez préférés, l'ordre du classement du campus, ou si vous les avez lus tout simplement, n'hésitez pas, j'adorerais en parler en commentaire avec vous. Évidemment, vous connaissez la chanson, si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et que vous passez de très bons moments. Je vous fais tout plein de gros bisous.